Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue à cette table ronde que nous avons intitulée « De la cour de récréation aux espaces publics pour une approche non sexiste ». Cette table ronde est co-organisée par l'ENSA Nantes et par la ville de Nantes, que nous avons le plaisir d'accueillir ici ce soir. Elle s'inscrit aussi dans le programme à la fois du Bien Grandir, porté par la direction de l'éducation de la ville de Nantes, et par la programmation autour de la journée du 8 mars, portée notamment par la direction Égalité de la ville de Nantes. Nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Alors, pourquoi cette table ronde ? Eh bien, nous avons souhaité organiser cet événement pour prolonger des réflexions au sujet de la conception des espaces publics et de la prise en compte de différents publics et de leurs besoins propres, à commencer par le public des enfants et le public des femmes. Ici, il y a quelques jours, à l'ENSA Nantes s'est tenu un enseignement de master, un intensif d'une semaine intitulé « Dégenrer l'architecture », au cours duquel un groupe d'une dizaine d'étudiantes, d'étudiants ont chaussé les lunettes du genre, comme on dit, pour mener des observations dans des cours d'école maternelle et élémentaires à Nantes, des cours d'école qui ont fait l'objet de réaménagements récents dans le cadre du projet de la ville de Nantes appelé « Les cours réinventés ». Alors cet enseignement, nous le coordonnons à deux avec Pauline Ouvrard, qui est maîtresse de conférence ici à l'ENSA Nantes. Et donc c'est un enseignement qui s'est développé pour la deuxième année en partenariat avec la ville de Nantes, côté direction égalité et direction éducation. Alors, le principe de cet enseignement sur une semaine, donc c'est à la fois très court, mais on a pour objectif de permettre à ce groupe d'étudiantes et d'étudiants de s'initier aux enjeux de genre qui traversent les cours d'école et d'assurer en quelque sorte une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, on pourrait le dire un peu comme ça, en accompagnant la ville de Nantes dans son travail d'évaluation des aménagements récemment réalisés ces derniers mois ou ces dernières années dans ces cours d'école. Et c'est vrai que c'est aussi l'opportunité pour les étudiantes, les étudiants de l'école de connaître diverses missions qui sont assurées par des architectes, de voir justement, de connaître cette pluralité de missions. Alors, avant de débuter la table ronde et puis de vous présenter mes invités, je voudrais dire encore quelques mots au sujet de ce projet court et des enseignements qui ont émergé au fil de cette semaine intensive. Alors, je vais vous présenter ici quelques extraits des travaux réalisés donc, par les étudiantes et les étudiants cette année. Plusieurs d'entre elles et eux sont présentes ce soir. Peut-être auront-elles envie de témoigner de cette expérience à la fin de la table ronde pour en dire davantage. Moi, je vais défiler un peu les slides rapidement pour vous expliquer quelques éléments qui ont émergé. Alors, donc ils se sont rendus dans 5 écoles différentes de la ville de Nantes. Donc l'école notamment Le Beau. Ils y ont observé ces nouveaux aménagements. Ils y ont observé bien sûr aussi les usages qui s'y développent, comment les enfants s'approprient cet espace, jouent, comment les équipes pédagogiques, périscolaires aussi interagissent dans ces espaces-là. Et puis, ils ont aussi observé et questionné tout le processus de projet, y compris donc les phases de concertation. Voilà, d'essayer de comprendre un peu comment les choses s'étaient faites et comment finalement les différentes personnes qui occupent cet espace de la cour de récréation, comment ils perçoivent ces enjeux de genre. Alors, vous voyez, les étudiantes et les étudiants ont réalisé des cartographies d'usage. Ils ont aussi donc mis en lumière certaines situations
de non-mixité ou de mixité, au contraire. Et puis, ils ont travaillé sur ce travail un peu nouveau pour elles et eux d'évaluation selon des indicateurs qu'ils ont aussi participé à co-construire. Donc voilà, ça donne ces fameuses toiles d'araignée. Alors voilà, une autre école qui a été visitée, une école du centre-ville, l'école Molière. Alors si on veut donner un peu à connaître quelques éléments qui ont émergé, on pourrait dire que ce qui se distingue quand même dans les différentes écoles, c'est que quand il y a encore un terrain de sport monofonctionnel, et surtout quand c'est un terrain de foot, eh bien, en général, ce sont quand même des espaces où filles et garçons se mélangent peu. Hein. Ce sont des espaces qui sont majoritairement investis donc, par des garçons ou par certains garçons. A contrario, ce qu'ils ont pu et elles ont pu observer, c'est que d'autres aménagements, par exemple des paniers de basket, des lignes de course, peuvent être des aménagements aux usages plus mixtes. Ce qu'ils ont aussi observé, là on voit sur cette image, on voit pas très bien, mais on voit un city-stade et puis il y a des lignes de course devant. Ce qu'ils ont aussi pu observer, c'est que les supports d'usage, ce qu'on appelle des supports d'usage, donc des structures de jeu, mais ça peut être aussi des grumes, vous voyez ces troncs d'arbres, eh bien, sont des supports d'usage qui à la fois permettent aux enfants de développer leur imaginaire, mais aussi d'avoir, voilà, finalement, de jouer davantage ensemble. Je ne vais pas être trop longue, mais dans les autres éléments aussi, alors là on voit l'école Les Plantes. Ce qu'on voit aussi, ce qu'ils ont pu voir, c'est que, parce qu'il y avait à la fois des cours d'école maternelle, des cours d'école primaire, ce qui revenait un peu de manière récurrente, c'est que les enfants qui sont en maternelle, et en particulier petite et moyenne section, en général, investissent des espaces aux surfaces plutôt réduites, hein, n'investissent pas tout l'espace de la cour, alors qu'au contraire, les CP et puis les enfants de classe supérieure investissaient une plus grande multiplicité d'espaces. Voilà. Et puis l'année dernière, alors dans la première version de ce projet court, on avait beaucoup parlé de ce qu'était le sport aussi, hein, le sport dans la cour d'école. Quel est le rapport aux pratiques sportives? Est-ce qu'on peut réinventer certaines pratiques sportives? Et puis cette année, il y a d'autres thèmes qui ont émergé, notamment la question aussi par exemple, de l'ennui. Vous voyez, qu'est-ce que l'ennui finalement? Est-ce qu'on peut s'ennuyer dans une cour d'école? Et puis, est-ce que finalement, il y avait dans certains témoignages d'enfants, hein, beaucoup de petites filles qui disaient s'ennuyer, mais finalement, on peut aussi se questionner sur ce qu'est l'ennui et si c'est problématique, enfin, ce que ça peut signifier. Voilà. Bon, et puis peut-être pour clôturer un peu ce court extrait des travaux des étudiantes et des étudiants, ce qui est revenu encore cette année beaucoup, c'est l'importance aussi de l'encadrement, à la fois scolaire et puis périscolaire, c'est-à-dire qu'il y a les aménagements, il y a les espaces, et puis il y a la manière dont ils sont animés, dont ils sont encadrés, et ça joue aussi beaucoup dans les rapports filles-garçons de ces cours d'école. Voilà. Donc je ne vais pas prolonger plus longuement sur cet enseignement. C'était déjà une introduction assez longue. Alors maintenant, je vais vous présenter donc les 4 participants de la table ronde qui ont accepté de venir parler de cette question des espaces publics, de mixité. Alors à ma droite, Sophie Boulan, donc qui œuvre au secteur animation du projet éducatif de la mission projet éducatif de la direction éducation de la ville de Nantes. Bonsoir Sophie. Sarah Kakino, qui est responsable de la politique publique ville non sexiste et LGBTQIA+, de la direction égalité de la ville de Nantes et Nantes Métropole. Bonsoir Sarah. À ma gauche, Aline Caretti, donc, qui est architecte, artiste plasticienne, praticienne associée de l'association Aléa à Nantes et qui enseigne aussi ici à l'école d'architecture de Nantes dans le cadre du
dispositif diversité qui vient de se terminer il y a quelques jours. Bonsoir Aline. Et Julia Goula-Mejon, qui est cofondatrice d'Equal Saré et architecte pour l'École technique supérieure d'architecture de Barcelone, spécialisée dans le domaine de l'art pour l'inclusion sociale à l'Université de Barcelone. Equal Saré est un groupe de femmes architectes et urbanistes féministes spécialisées dans le genre et la participation, basées à Barcelone et à Marseille. Bonsoir Julia. Alors, je le disais tout à l'heure, nous avons souhaité organiser cet événement pour prolonger les réflexions au sujet de la conception des espaces publics, voilà, qui ont eu lieu dans le cadre de cet enseignement dégenré l'architecture. Alors, l'espace public, il a longtemps été pensé et conçu comme un espace universel, ouvert à toutes et tous, un mythe en fait, que les associations féministes notamment ont décortiqué dès les années 1970 en montrant que l'universel était surtout en fait un universel masculin et que les espaces publics et plus largement les espaces urbains étaient des lieux d'inégalité, une inégalité d'occupation, d'appropriation de l'espace, mais aussi des lieux de contrôle des corps, des lieux aussi où la présence symbolique des femmes, à travers les noms de rues, à travers les statues, etc., était assez réduite. Donc, en fait, l'espace public a beaucoup quand même été conçu par et pour les hommes et il reflète les grands rapports de force de notre société. Alors, de nombreuses recherches, quand même, maintenant, ont émergé, ont démontré que l'espace public n'est pas un espace neutre, qu'il est traversé par des dynamiques, des rapports de domination, qui ne sont d'ailleurs pas que des rapports entre femmes et hommes. Il se joue aussi entre classes sociales, entre classes favorisées et populations précaires, et puis aussi des rapports de domination des adultes sur les enfants. Enfin, voilà, de nombreuses imbrications. On parle beaucoup d'intersectionnalité, dont nous aurons l'occasion de reparler ce soir. Alors, l'idée en fait, de cette table ronde, ça a été de réunir en fait, des représentantes des différents acteurs, des différentes actrices qui s'engagent pour que les espaces publics soient des espaces ouverts et investis par toutes et tous. Alors à la fois effectivement par des collectivités, comme la ville de Nantes, qui mènent des politiques publiques, mais qui sont aussi commanditaires de projets d'aménagement. Donc Sophie Boulan et Sarah Kakino seront là pour nous expliquer effectivement comment ces enjeux sont pris en compte à la ville et à la métropole de Nantes. Ce sont aussi des enjeux investis par le milieu associatif et Aline Caretti nous expliquera justement les actions et les interventions de l'association Aléa. Et puis des enjeux, heureusement aussi, investis par les architectes dans les agences. Donc Julia Goula-Mejon témoignera aussi de la manière dont finalement les architectes s'engagent dans des pratiques de maîtrise d'œuvre, de conseil, d'expertise, en prenant en compte ces enjeux de genre. Alors cette table ronde, on va finalement commencer après cette introduction très longue. Elle se structure en deux parties. Une première partie dédiée aux cours de récréation et au public des enfants. Et puis une deuxième partie dédiée plus largement aux espaces publics et au public des femmes. Voilà, alors, débutons maintenant. Vous allez voir que voilà, nous avons préparé quelques questions et puis que par la suite, bien entendu, on vous proposera de prendre la parole et de poser des questions, de faire des remarques, enfin, de participer aussi à cet échange. Alors, peut-être une première question concernant la conception des espaces de la ville à hauteur d'enfants et des cours de récréation. Finalement, on peut se demander, un peu naïvement, mais c'est une question qui est quand même importante pour débuter ce débat, c'est pourquoi c'est important de concevoir les espaces publics en ayant une attention particulière aux enfants et à leurs besoins propres. D'où vient cette démarche, en fait, dans vos parcours et vos trajectoires spécifiques. Je te passe la parole, Sophie, puis je m'occupe de passer les slides, tu me feras signe. Et de me faire signe quand j'aurai pris trop de temps. Oui, du coup, pour répondre à cette question, c'est vrai que c'est un peu impressionnant je le dis comme ça va mieux, de parler devant
les gens aussi hauts. Pourquoi c'est important d'avoir une attention particulière aux enfants et à leurs besoins propres quand on conçoit la ville et les enfants? Déjà, tout d'abord parce que sans ça, il y a plein d'autres critères qui priment sur les besoins des enfants dans cette conception ou dans l'évolution des espaces. Et ce faisant, qui s'éloigne complètement des besoins des enfants. Les besoins des enfants, en fait, c'est de jouer, d'expérimenter pour se développer, pour développer leurs compétences, pour développer leur autonomie. Or, depuis plusieurs décennies, la place des enfants a diminué sur l'espace public et le jeu libre en extérieur a reculé. Donc là, je parle à la hauteur de la ville, puis après, je viendrai plus spécifiquement sur les cours. Il y a un rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge qui est sorti là, en octobre 2024 et qui dresse un état des lieux qui conforte des choses que des chercheurs observent depuis un certain temps. Donc déjà, les enfants sortent de moins en moins et ils consacrent de moins en moins de temps à jouer dans la nature. Donc c'est dans la nature et puis également dans des espaces publics sans l'accompagnement d'adultes. Et donc en fait, ces temps sans accompagnement et ces jeux en extérieur ont diminué au profit d'endroits privés et clos et d'activités encadrées et sédentaires. Il y a des chercheurs qui parlent de la notion d'enfants d'intérieur ou d'enfants d'appartement. Que ce soit pour leurs loisirs, pour jouer, pour leur jeu, mais aussi de plus en plus pour l'activité physique et sportive, par exemple, qui se déplace vers le domicile. Ça, c'est quelque chose de plus récent. Et la ville, la forme de la ville, en fait, a évolué et elle a contribué à ce retrait des enfants vers les espaces clos. Donc là, on parle depuis, on va dire, une cinquantaine d'années, le développement de la place de la voiture, la circulation compliquée des piétons qui sont sur les trottoirs, qui sont en concurrence avec les trottinettes, avec des parcours discontinus également. On a la réduction des espaces verts parce qu'on est dans là je parle plutôt des milieux urbains, dans une notion de densification de la ville, donc au passage de réduction mathématique des espaces verts. On a la pollution atmosphérique, sonore, qui rendent peut-être l'extérieur hostile. Un accroissement des risques perçus avec la multiplication des automobiles, mais aussi avec le traitement médiatique des divers risques, les accidents, mais aussi les violences, la pédophilie, qui sont relayées. Et je cite là des chercheurs, l'émergence de nouvelles formes de responsabilité parentale qui tendent désormais à définir comme un mauvais parent celui qui se désintéresse des faits et gestes de ses enfants dans les espaces publics. Donc en fait, c'est être mauvais parent que de laisser ses enfants là où avant c'était normal. En fait, les enfants investissaient les espaces, les terrains à côté de chez eux. Voilà. Et puis, il y a encore une autre problématique, c'est qu'on a peu d'espaces qui sont adaptés aux enfants, ou alors à l'inverse, des espaces qui sont hyper spécialisés, avec des aires de jeu qui sont extrêmement normées, assez aseptisées, avec des activités ludiques très précises et guidées. Quand on monte et on descend d'un toboggan, on ne peut pas faire 36 choses, et c'est éloigné du jeu libre. Et souvent aussi sur les espaces publics, il y a des restrictions pour les jeux des enfants. On ne peut pas faire de ballon, on ne peut pas faire de glisse, il ne faut pas faire de bruit. C'est bien de jouer, mais en fait de façon discrète et invisible. Et enfin, la pratique des modes actifs de déplacement et aussi la longueur des trajets à pied et à vélo diminue progressivement d'une génération à l'autre. Alors là-haut, c'est en Angleterre, mais on voit bien, c'est sur 4 générations. Un chercheur qui a mesuré les périmètres, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce schéma, d'une génération à l'autre, en fait, des périmètres dans lesquels les enfants pouvaient se déplacer seuls. Donc on passe de la grande patate là, du grand-père Georges dans les années 20 qui pouvait marcher 6 miles pour aller pêcher. Et puis, quelques générations plus tard, sa petite fille qui peut faire 300 mètres pour aller au bout de la rue, seule. Et au-delà, on est accompagné. Donc ça, c'est un
un enjeu. Et au final, tout ça, là, cette diminution du temps passé en extérieur, du jeu libre, des déplacements, et puis ce développement de la sédentarité, plus l'exposition aux écrans et au domicile, ont des impacts sur la santé physique et mentale des enfants. Donc leur santé, leur croissance, leur développement physique et intellectuel, leur autonomie, leur relation au monde extérieur. Et pour autant, le temps passé en dehors et l'activité physique ont un impact bénéfique sur l'enfant, sur sa santé, son équilibre. De façon très précise, la santé physique, passer du temps dehors, ça a un impact favorable sur l'obésité, le diabète, l'asthme, le sommeil. En termes de sociabilité, la découverte, être dehors, en fait, c'est travailler, c'est développer en tout cas la capacité à découvrir l'autre, à côtoyer les différences, à être dans la notion d'inclusivité, de diversité. Et c'est lutter contre l'isolement. Et puis, il y a le volet santé mentale qui est aussi très important, puisque être dehors, ça développe le bien-être, ça développe la confiance en soi, et c'est un aspect aussi favorable sur l'anxiété. Donc, juste 2 chiffres. Pendant les jours d'école, donc ça, c'est une étude nationale nutrition santé. Pendant les jours d'école, 4 enfants sur 10 ne jouent jamais en plein air, entre 3 et 10 ans. Et puis, 95% des enfants qui ne respectent pas les recommandations de l'OMS quant à l'activité physique quotidienne, qui est recommandée à 1 heure par jour. Donc, c'est un problème en fait majeur de santé publique. Ça, c'est le cas un peu... voilà. J'ai déjà explosé mon temps, peut-être. Sur la ville, le recul des enfants dans la ville, et du coup, sur les cours d'école plus spécifiquement, depuis plusieurs décennies, en fait, un peu partout, hein, en France, on a des cours qui sont de plus en plus aseptisés, ceux pour des questions d'entretien. C'est plus facile à entretenir un parking qu'un jardin ou un terrain d'aventure. Des questions de gestion, pareil, à réparer quand c'est bien solide, bien robuste, c'est plus facile. De surveillance, le panopticum, je suis au même endroit et je surveille du même coup tout. Et puis aussi, plus généralement, une évolution du rapport au risque et à la sécurité, avec une demande de risque zéro en termes d'accident de la part des familles. Et des normes qui sont très contraignantes. Et on associe le risque zéro au fait d'aseptiser, de respecter les normes, etc. Et ce faisant, on s'écarte des besoins des enfants qui ont besoin d'expérimenter, de prendre des risques à leur mesure, parce qu'en fait, en faisant ça, ils apprennent, de développer leur motricité, leur imaginaire. Et pour autant, associer la sécurité à des lieux aseptisés, sans recoin, plats, lisses et ennuyeux, ça pose des problèmes, ça génère des conflits, ça génère des accidents. Les enfants, ils courent partout, ils se rentrent dedans. Et ça peut créer aussi du mal-être, de l'anxiété. C'est pas apaisant, ça fait plus de l'énervement. Et les enfants, parce que la cour d'école, elle doit être aussi efficace pour permettre aux enfants de rentrer en classe réceptifs aux apprentissages, mais parfois ils ne rentrent pas très réceptifs en classe aux apprentissages quand la cour a été un lieu d'énervement. Et voilà, donc tous ces éléments, plus le changement climatique, et plus aussi, et là du coup on va arriver sur la question de la ville non sexiste, ont fait qu'en début de mandat, les élus de la ville de Nantes, dans le programme de la ville de Nantes, est apparue fortement cette notion de faire évoluer les cours d'école pour répondre aux enjeux, donc changement climatique et ville non sexiste. Et dès le départ, on a décidé de placer la question des besoins des enfants au centre des projets. Et du coup, c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les ambitions des cours d'école, à chacune des ambitions, on a en fait le fait qu'on soit connecté aux besoins des enfants au premier lieu. Aux besoins des adultes aussi, on ne les ignore pas, mais les besoins des enfants sont replacés au centre.
Oui, je voudrais donc compléter un peu le propos, puisque donc moi je travaille au sein de la direction égalité et qui recouvre différents enjeux. On n'est pas que sur des questions de lutte contre le sexisme, on intègre aussi les enjeux d'accessibilité universelle, de lutte contre les discriminations au global. Et donc finalement, l'égalité telle que la ville et la métropole la conçoit aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on s'assure que finalement les espaces publics prennent bien en compte les besoins de toutes et tous, quel que soit son âge, quel que soit son genre, quelle que soit son origine, son milieu social, etc. etc. Et effectivement, comme l'a rappelé Stéphanie, bon, voilà, pendant des années, la façon dont on a conçu, pensé, aménager les espaces publics était plutôt par rapport à un référentiel qu'on pensait neutre, mais qui était en fait plutôt un référentiel basé autour de voilà, un homme d'âge adulte. On a montré tout à l'heure le module OR, qui était un peu un clin d'œil qu'on voulait faire. Donc, cette unité de mesure qui avait été inventée par Le Corbusier, donc, pour être une référence en matière de construction d'habitat social. Et donc, voilà, la mesure standard, c'était 1,83 m. Donc, on voit à peu près à quoi ça fait référence en termes d'auteur. Donc, on est bien loin, évidemment, de la hauteur d'enfant. Et donc, ça veut dire que nous, au niveau de la ville, aujourd'hui, notre impératif, c'est de pouvoir rectifier le tir, en fait. C'est-à-dire interroger nos pratiques et se dire qu'il faut qu'on rectifie un peu le tir et qu'on s'interroge sur comment est-ce qu'on est bien sûr qu'on prenne en compte les besoins de toutes et tous en fonction voilà, de différents publics qui n'ont jamais été pris en compte auparavant. Donc forcément, voilà, les enfants, les femmes, les personnes aussi en situation de handicap. Et donc ça, c'est essentiel d'un point de vue global, c'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est important de prendre en compte les enfants? C'est parce qu'on essaye de les considérer comme des usagers, usagères finalement à part entière. La deuxième raison, là je m'exprime plus en tant que spécifiquement responsable donc, de l'action de la ville en matière d'égalité femmes-hommes, c'est parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'études qui ont été conduites, j'aurai l'occasion aussi d'y revenir un petit peu, que finalement les inégalités entre les femmes et les hommes, elles se construisent très tôt et qu'elles sont déjà présentes finalement à l'âge de l'enfance. On parlait donc notamment des cours d'école. Les études en général disent que voilà, dès finalement l'âge de 5-6 ans, les stéréotypes de genre sont déjà ancrés en fait chez les enfants. Donc si on n'interroge pas les cours d'école, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ils évoluent de ce point de vue-là, eh ben, en fait, on a de grandes chances de pouvoir concourir à ce que plus tard, on renforce ou on continue finalement ces inégalités. Je vais prendre un exemple concret pour essayer d'illustrer mon propos. On sait notamment, donc, c'est les travaux d'Edith Marouet-Jules, surtout, qui ont mis ça en avant, qu'elle avait mené à Bordeaux, donc ça date un petit peu 2013, mais bon, c'est pour vous donner une idée qu'à peu près 20% de l'espace de la cour d'école, enfin 20% des garçons occupaient 80% de la cour d'école en termes d'espace. Et notamment, par rapport à ça, la question centrale, c'était le terrain de foot. Et ce qui a pu être observé, c'est notamment que les filles, qui étaient plutôt en périphérie, donc pour schématiser un peu, plutôt les garçons qui vont jouer au foot sur ce grand espace central, les filles en périphérie de cet espace central, ne traversaient jamais l'espace central. Donc en fait, elles mettent en place, ou elles mettaient en place, c'est en train de changer évidemment, des stratégies d'évitement. Et les stratégies d'évitement, aujourd'hui, c'est une des principales caractéristiques qu'on retrouve chez les femmes à l'âge adulte dans leur rapport à l'espace public. C'est comment elles mettent en place, elles aussi, des stratégies d'évitement voilà, pour éviter, par exemple, de se faire harceler, pour éviter tout un tas de... Et donc, notre parti pris, ça a été de faire le lien entre ce qui se passe à l'âge adulte et ce qui se passe à l'âge enfant. Et donc, c'est aussi pour ça que, de ce point de vue-là, prendre en compte les besoins des enfants, ça veut dire qu'on est déjà en train de déconstruire ou, à minima, de ne pas perpétuer des inégalités pour travailler et donc influer aussi ce qui se passe ensuite à l'âge adulte. Il y a un autre point aussi qui est important sur le fait de prendre en compte les besoins des enfants, notamment d'un point de vue des filles et des garçons. C'est parce qu'en fait qu'on se rend compte que les besoins des enfants, ils servent aussi les besoins d'autres publics, notamment les publics dont je vous parlais, qui ont été moins pris en compte du point de vue voilà, de l'action des collectivités, dans le respect évidemment de leurs compétences. Et notamment, je vais prendre un exemple, souvent les enfants, voilà, ils ont besoin aussi d'avoir de la visibilité, de se sentir en sécurité, donc plutôt des espaces dégagés, ouverts, voilà. Et ça, c'est aussi des choses qui servent pour notamment les femmes qui ont un sentiment d'insécurité qui est plus fort notamment que les hommes. Voilà. Mais ça sert aussi des trottoirs qui sont plus larges pour les enfants parce qu'on sait que voilà, ils bougent beaucoup. Ça sert aussi pour les personnes qui ont des poussettes.
Ça change, mais on sait que majoritairement encore, ce sont plutôt les femmes qui ont la charge des enfants. Donc voilà. Par effet ricochet, finalement, ça sert tous les publics. Ça rejoint un peu le concept finalement d'accessibilité universelle qu'on porte aussi à la direction égalité. Merci. Juste ajouter un petit truc en suivant tout ce que vous avez très bien expliqué. Si on met les enfants en retrait, non, dans les cours d'école, dans les aires de jeu, on est en train de mettre en retrait aussi les personnes qui prennent soin de ces enfants, non, qui normalement sont encore de nos jours les femmes ou les grands-mères. Alors, bon, ça, comme réflexion importante, non, aussi. Et après, ce que nous observons, nous, dans les cours d'école de crèche, c'est que dès que les enfants ont 1 an ou 2 ans, ils et elles sont en train d'apprendre que ceux qui ont les trottinettes et les vélos, normalement les garçons, ont plus de droits d'occuper l'espace central et occupent plus d'espace. Et les éducatrices, normalement, accompagnent, non, déjà cette action, c'est-à-dire elles voient positif que ce soit les garçons qui occupent plus de place. Et pour nous, ça, c'est déjà très grave, non, que dès qu'ils... Bon, c'est les bébés qui sont en train d'apprendre ça. Oui, d'accord. Alors, avançons un petit peu. Pardon. Alors, la deuxième question qui est, voilà, concevoir la ville à hauteur d'enfant. Est-ce que finalement, ça appelle des méthodes de conception? Alors là, je pense plutôt effectivement au côté d'architecte, mais aussi d'intervention, diverses et variées. Est-ce que ça appelle des méthodes spécifiques, voilà, de conception d'intervention? Et finalement, est-ce que dans vos pratiques respectives, est-ce que ça a remis des choses en cause, justement, de prendre en compte ces besoins? Peut-être Sophie? Ouais. Là, je vais parler vraiment du projet des cours d'école. C'est vrai que le parti pris, ça a été de mettre les enfants au cœur de la concertation, dans leurs paroles et leurs besoins, tout en rassurant aussi les adultes, parce que les adultes, parfois, ils peuvent être un peu inquiets, comme c'est un changement d'habitude, de se dire et moi, mes besoins, ou c'est eux qui décident. Et puis aussi, ils ont une expertise de l'enfance quand c'est des professionnels de l'enfance. Donc, c'est important de les rassurer, on ne vous oublie pas. Et pour ça, en fait, on a mis en place une méthode qu'on utilise maintenant. C'est marrant parce qu'on l'a partagée aujourd'hui et hier lors d'une formation sur la participation des enfants, et elle peut s'appliquer dans vraiment beaucoup d'autres domaines, sans doute tous d'ailleurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des outils pour les enfants et pour les adultes pour qu'ils réalisent le diagnostic et pour qu'ils formalisent leurs besoins et leurs envies. C'est de séparer un diagnostic. L'avis, il est, on le reconnaît parce qu'il est un avis. Ensuite, l'idée, c'est de faire travailler chacun de son côté, les enfants, les adultes, et ensuite de faire une synthèse et que ce soit les enfants qui soient les premiers à faire des propositions. Ils vont faire le premier jet et ensuite, les adultes essaient de conserver leurs idées. Et là, oui, dans ces deux slides, on a d'abord ici un diagnostic là, qui a été fait par des enfants. On est sur un projet qui est en phase d'étude. Les travaux auront lieu l'été prochain dans l'école Plessis-Cellier. Là, on a à gauche le schéma où les enfants ont fait des diagnostics, où sont les garçons, où sont les filles. Ensuite, on a là, avec les post-it, le résultat d'un travail de co-conception avec les enfants, où ils vont dire, nous, qu'est-ce qui est plus important? Ils vont prioriser, ils vont se dire, plutôt ça, on va le mettre là, on se pose des questions. Et ensuite, Stéphanie, si tu veux bien suivre la slide d'après. Alors, on a rebasculé le plan, mais en bas à droite, c'est le résultat de ce qu'ont retenu les enfants du travail, les adultes, du travail des enfants, de dire ici on voudrait plutôt que ce soit calme, là plutôt actif, et le terrain de sport là qui est en bas en rose, il soit par là. Et finalement,
là en haut, on a l'esquisse ou le projet qui va être fait bientôt. Et en fait, on retrouve un terrain, pour le coup, l'histoire du terrain de sport. Il y en avait 2 et ils étaient 2 fois plus grands. Ben là, il y a un terrain de jeu collectif qui est là, mais qui est inséré voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ça, en fait, on est parti des idées des enfants et on les a finalement conservées. Ça nécessite, en termes de méthode, de prendre du temps, de l'anticipation. Les enfants, ils ont besoin de plus de temps, et aussi pour travailler avec des classes, par exemple, il faut beaucoup de temps d'anticipation. S'assurer de garder la trace des demandes de chacun, de s'adapter aux enfants, d'adapter nos méthodes aux enfants, d'être agile pour réussir à être honnête et pas trop modifier la parole des enfants, et en même temps qu'elle soit exploitable par les personnes qui vont faire les projets, et de garantir aussi qu'on va revenir vers les enfants, vers les adultes aussi, mais y compris les enfants, pour leur dire on a retenu ça, on va faire ça, est-ce que ça vous convient? Après, en termes de conception, les principaux changements, c'est de rendre des cours plus stimulantes, moins bitumées, et remettre en cause en fait des habitudes qu'on avait depuis des années. Je prends pour un exemple les bacs à sable. Avant, on avait certaines habitudes, il n'y en avait jamais en élémentaire. Maintenant, pourquoi pas? Et voilà. Je monte là. C'est bon maintenant, parfait. Et pour nous, la clé, c'est mettre les enfants au cœur des projets et ne pas avoir un regard enfantin vers eux, non, vraiment. Quand on travaille, nous on travaille toujours avec la participation des personnes futures habitantes des espaces, et avec les enfants, on fait pareil, de la participation qu'avec les adultes, même objectif, simplement on adapte les méthodologies pour que ça soit intéressant et compréhensible et stimulant, non, pour eux et pour elles. Et vraiment, les processus participatifs sont des processus éducatifs en soi-même aussi. Ça, c'est comme très important. Juste, je voulais vous présenter une dernière étude que nous avons faite chez École Sari. C'est un outil pour toutes les personnes que nous concevons les villes. C'est téléchargeable sur le site internet de l'ADEME et aussi sur notre site. Et c'est une étude pour faire des territoires à hauteur d'enfants. On peut passer. Là, il y a eu plein d'acteurs et actrices qui ont participé de l'étude. On passe pour ne pas... Alors, surtout l'objectif de cette étude, c'est on a étudié... on a étudié 13 passons par cela suivant pour aller plus vite. Oui, on a étudié 13 espaces de jeu ou espaces qui utilisent les enfants dans différents territoires de toute la France. Et l'objectif de cette étude, c'était comprendre de façon très simple ce qui fonctionnait bien et ce qui ne fonctionnait pas bien, pour avoir comme des stratégies très claires pour les personnes que nous concevons les espaces publics, non? Et comment est-ce qu'on peut vraiment incorporer les enfants dans cette conception, mais surtout ayant un prisme beaucoup plus grand, non? Le genre, l'accessibilité, etc. Nous avons choisi 13 sites très différents. Pour toute l'étude, nous avons utilisé ces paramètres d'analyse de projet. C'est des paramètres qu'on utilise dans l'urbanisme, lorsqu'on travaille l'urbanisme et l'architecture avec l'approche du genre, non? Diversité et autonomie, comment concevoir des espaces. On a regardé, analysé si les espaces étaient divers, si les enfants pouvaient se déplacer en autonomie à l'intérieur et jusqu'à ces espaces, non. Si les espaces étaient ludiques et coéducateurs, c'est-à-dire si les espaces éduquaient en égalité vraiment filles-garçons, parce que les espaces nous transmettent des messages et nous éduquent. Après, la proximité et la connexion avec l'entourage. Est-ce que ces projets avaient été pensés avec la participation? Est-ce que les enfants se sentaient s'approprier vraiment de ces espaces? Confort et soins, non, c'est très important. Écologie et résilience. Bon, comme vraiment une batterie de paramètres très complexes.
On passe. On a fait tout d'abord une analyse technique à partir d'entretiens avec les personnes conceptrices de ces espaces. On a fait des observations techniques nous-mêmes. On passe. Puis on a fait une analyse participative avec les enfants qui utilisaient ces 13 espaces, non, de tout le territoire français. On a tendu le micro aux enfants. On passe. Et puis, vous trouverez dans ce guide comme la présentation de ces 13 projets, non, d'une façon vraiment très détaillée. Localisation, contexte, après présentation du projet, objectif, un peu comme les idées clés, l'histoire du projet, les acteurs qui ont participé dans la conception, puis on passe. Et puis, une analyse suivant les paramètres que je vous ai présentés de chacun de ces projets. Et c'est tout. Et puis après, vous trouverez aussi dans le guide des stratégies comme des points saillants, non, les points forts qu'on a vus de tous ces projets pour pouvoir reproduire et nous animer à faire vraiment des espaces à hauteur d'enfants. Oui, juste dire que par rapport à ce qui a été énoncé au tout départ sur le fait que la cour de récréation était un espace, un des premiers espaces investis par les enfants. Donc nous, l'association Aléa, on travaille dans un quartier qui se situe au nord du parc de Procès, qui s'appelle le Breil, qui est un quartier qualifié comme un quartier prioritaire des politiques de la ville. Et du coup, c'est, pour faire court, un quartier avec des tours et des bars, des logements sociaux et beaucoup d'espaces verts en pied d'immeuble. Et on s'est fait la réflexion aussi avec mes collègues par rapport à d'autres quartiers de centre-ville. En fait, c'est des espaces où il y a beaucoup d'endroits, pour le coup, pour se déplacer, courir, sauter sur des choses, etc. Et que peut-être aussi dans certains espaces, certains enfants, en réalité, ont la possibilité d'expérimenter ce jeu libre, ces questions de limite avec mes parents ne sont pas là, mais je peux quand même me déplacer, etc. Et c'est vrai que du coup, par rapport à l'image qu'on peut avoir des quartiers populaires, notamment des quartiers de périphérie où il y a du deal, où il y a des personnes qui peuvent parfois être inquiétantes ou un sentiment d'insécurité, en réalité, c'est peut-être aussi des espaces qui, pour les enfants, offrent des plus grandes aires de jeu, ou en tout cas, c'est vrai que nous, on témoigne beaucoup de situations... on voit des enfants faire des choses, même parfois des choses qui nous inquiètent un peu, mais en tout cas, il y a des espaces de liberté qui sont plus grands. Et même s'il y a des équipements genrés, ça ne change rien. Mais peut-être aussi, on peut regarder sous un autre prisme certains espaces publics en se disant, en fait, là, il y a aussi une possibilité, un espace d'expérimentation, et peut-être en réfléchissant mieux aux matériaux aussi, aux matérialités qu'on choisit de mettre. On parlait tout à l'heure des objets qui sont un peu robustes, ou en tout cas qui ont une matérialité un peu solide, parce que ça nous évite de remplacer les objets régulièrement. Je sais pas, il y a un travail aussi qui permettrait de plus prendre en compte les enfants, et moins de mettre des plates-bandes ou des choses comme ça, mais en tout cas se poser des questions plus sur qu'est-ce que ces espaces en périphérie peuvent nous permettre aussi d'apprendre sur la manière dont les enfants sont libres aujourd'hui, quoi. Moi, je voulais juste rajouter sur la façon dont ça modifie, la prise en compte des besoins des enfants, comment ça modifie aussi les modes de faire au niveau plus de la ville, des services. C'est vrai que quand on a commencé à réfléchir sur l'enjeu de la concertation, à aller questionner les enfants sur comment ils voient notamment leur cours d'école, avec Sophie, au tout démarrage du projet, on s'est beaucoup interrogé sur la prise en compte des questions d'égalité filles-garçons. Si on interroge aujourd'hui un enfant de 5-6 ans, qu'on lui dit « c'est quoi ta cour rêvée ?» Je le regrette, mais il ne me mettra pas un dessin avec filles-garçons qui se prennent la main, qui jouent ensemble, mixité, c'est génial. Probablement qu'il y a plus de chances qu'il y ait un distributeur de pop-corn qui est aussi une formidable idée. Et donc la question qu'on s'est beaucoup posée, c'est comment conscientiser auprès d'un public très jeune ces questions-là. Et c'est pas simple, faut aussi se le dire, parce qu'effectivement, il y a les équipes encadrantes, il y a les parents qui peuvent avoir des réticences. On est aussi dans un contexte où aborder ces questions-là, c'est pas forcément simple. Et donc, on a beaucoup réfléchi et en fait, on a aussi développé cette fiche outil là qui fonctionne plutôt bien, qui est l'auto-observation par les enfants eux-mêmes, en fait. Le fait de pouvoir se mettre eux-mêmes dans la cour sur des dessins et après de les questionner, de dire en fait, toi, tu es là et du coup, où sont les filles? Et alors, est-ce que ça se mélange? Ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, je voulais aussi réagir par rapport à ça. Voilà. Merci. Tu voulais réagir, Sophie? Non.
Ouais, c'est peut-être juste, non, mais pour finir, parce qu'après, on passe un peu moins sur les cours d'école. Non, enfin oui, on va Ouais. être un peu... Peut-être juste dans la façon, en tout cas, dont aujourd'hui, en général, on aborde la question de l'égalité concrètement dans les cours d'école. On a tiré un peu des grands enseignements, enfin, on suit un peu des lignes. Donc, nos leviers, on va dire, il y a des leviers en termes d'aménagement d'espace. Ce qu'on cherche à faire, c'est avoir toujours 3 types d'ambiance. Il faut qu'il y ait des endroits ou un endroit calme, un ou des endroits actifs, et un ou des endroits sportifs où on peut se rassembler à plusieurs. Qu'il y ait une diversité dans les propositions et dans les matériaux. De placer le terrain de jeu sur le côté, qu'il ne soit pas trop grand, et avec des tracés généralistes. On ne met pas de cage de foot. En fait, souvent, il y a des cages de hand. Donc là, on les enlève, on n'en remet pas. Et l'idée aussi, c'est que de permettre que les jeux, d'avoir des dispositifs, des tables, des endroits où on peut aller faire dehors des choses qu'on aurait l'habitude de faire dedans, et souvent que les filles auraient l'habitude de faire dedans. Edith Marouejous, elle dit ça, il y a les petits jeux de filles qu'on peut faire dans la salle polyvalente. Ben, l'idée, c'est de les mettre, de montrer qu'ils sont d'égale valeur avec les autres jeux en les mettant en plein milieu. Et puis après, il y a aussi la question de la régulation. C'est-à-dire là, on a vu l'aménagement, mais l'aménagement sans les usages, en fait, un même aménagement, on observe qu'il peut donner des choses, tout est son contraire en fait. Et du coup, il y a aussi comment et là, on a plus ou moins la main, entre guillemets, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les cours d'école. C'est quoi les leviers, en tout cas, c'est les règles qui concernent le ballon. Le ballon, c'est un gros sujet. Les règles de vie sur la cour. Il y a le matériel qu'on apporte. Nous, sur le périscolaire, on a un projet qui s'appelle la Ludimal, qu'on peut connaître ailleurs sur les boîtes en jeu, où on va stimuler la cour en apportant du matériel ou juste du matériel. Voilà. Et puis, il y a la question de la posture des adultes, comment les adultes sont formés, sensibilisés aux questions autour des stéréotypes. Et sachant qu'on a beaucoup de turnover dans l'animation, c'est pour la partie animation, c'est un défi un peu de cultiver cette culture de l'égalité. Mais c'est vrai que les choses sont liées quand même entre l'aménagement et puis qu'est-ce qu'on fait, comment on stimule et comment on régule. Et il y a un levier autour de ça qui est important, c'est que souvent c'est les mêmes, les réponses elles sont les mêmes quand on travaille sur le climat scolaire. Travailler sur les règles d'usage, sur la cour, sur zoner, sur le matériel. On le fait pour l'égalité, mais on le fait aussi pour améliorer le climat scolaire. Donc, c'est une passerelle qui est intéressante à faire. Alors, on continue à avancer un peu dans les thématiques. Alors, on a parlé donc de la ville à hauteur d'enfants, de la place des enfants dans les espaces publics. Là, on est en train de parler des cours d'école. Alors, c'est vrai que pour continuer un petit peu sur la question des inégalités filles-garçons, voilà. En fait, la question, c'est effectivement de se demander quand même quelles sont les grandes inégalités filles-garçons qui traversent aujourd'hui les espaces publics. Sarah, peut-être tu veux commencer ? Oui, l'idée, c'était, pour revenir un peu à mon propos de tout à l'heure, mais au final, l'enjeu même de cette conférence, c'était le rapport entre, en tant qu'enfant, mon rapport à l'espace public et du coup, comment il va façonner mon rapport à l'espace public une fois que je serai devenue adulte. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir revenir un tout petit peu sur, effectivement, dans les cours d'école, ce que les études nous disent et ce que nous aussi, on a pu observer, pour voir comment, après, ça s'intériorise chez les enfants et du coup, ça se suit à l'âge adulte. Ce qu'on observe des cours d'école, alors là, je me suis inspirée des travaux de Sophie Ruel. Donc, ça date de 2015, donc il faut aussi mettre à distance, 10 ans, ça peut être un nombre d'années assez conséquent dans la recherche et dans l'évolution aussi des choses. Donc, il faut probablement mesurer la façon dont c'est schématisé. Et aussi, j'ai toujours une précaution oratoire, parce que quand on parle, on est créateur aussi. Et du coup, la façon de mettre ce tableau-là, on enferme aussi les enfants dans des stéréotypes. Donc c'est pour le bien de la conférence et pour qu'on puisse illustrer nos propos. Mais voilà, il y a aussi tout un tas d'enfants qui ne se mettent pas dans ces cases-là. Voilà. Il y a des exceptions, on va dire. Du coup, ce qu'on observe, c'est à la fois donc, du point de vue des enfants, c'est plutôt qui, sur les cours d'école, ils jouent séparément. Donc, on constate quand même des absences de mixité.
Ils jouent aussi à des jeux qui ne sont pas les mêmes en fonction du fait s'ils sont une fille ou un garçon. Et ils ne jouent pas à ces jeux-là aux mêmes endroits de la cour. Donc, tout à l'heure, j'avais parlé du terrain de foot. J'ai mis le détail sur le tableau aussi sur la façon dont ils occupent différemment la cour et aussi les activités et les déplacements. Et en fait, on voit des vraies différences entre les filles et les garçons. Pour schématiser, les garçons vont avoir tendance à prendre beaucoup plus d'espace, à avoir des activités beaucoup plus dynamiques, à être beaucoup plus en groupe, à beaucoup plus courir, marcher, etc. Et donc, l'inverse est plutôt vrai pour les filles. Il y a un autre enjeu qui est aussi comment les équipes encadrantes ont aussi un rôle. Donc on parlait de la question de l'animation. Et donc là, on a observé, alors il faut aussi mesurer, bien sûr, il y a tout un travail qui est fait auprès des animateurs, auprès des enseignants, que parfois les comportements aussi des animateurs, animatrices, enseignants, enseignantes peuvent renforcer finalement ces stéréotypes et ne pas casser un peu ce qu'on peut constater auprès des enfants. Et donc, la slide d'après reprend le tableau. Et ce qui est intéressant, c'est du coup ce que ça intériorise, comment ces pratiques intériorisent des choses chez les enfants, du coup chez les filles, chez les garçons. Et donc du coup, on voit que chez les garçons, le fait d'occuper beaucoup d'espace, de pouvoir courir, d'être dans le dynamique, dans le groupe, dans des jeux de guerre, des jeux de... ça va plutôt leur donner le sentiment qu'ils ont justement ce droit à occuper tout l'espace, leur donner le sentiment aussi que leurs jeux, à eux, sont plus importants, puisqu'ils occupent plus d'espace et puisqu'ils sont plus nombreux à faire en même temps ce jeu-là. Ça leur apprend aussi qu'ils n'ont pas besoin de renoncer ou de faire des compromis sur leur activité. C'est leur activité qui est la plus importante. Et chez les filles, du coup, ça va être plutôt l'inverse. C'est plutôt mon jeu à moi est moins important, il prend moins de place. Et donc, je ne sais pas forcément demander, m'imposer. Et tout ça, cette absence, tout ce qu'on peut constater, tout ce que ça va intérioriser, du coup, ça génère les inégalités, ça génère... Sophie parlait du climat scolaire, mais l'absence de mixité, c'est la première cause, finalement, de violence aussi entre les enfants. Si on ne se mélange pas à l'autre, on ne le connaît pas, donc on a tendance à avoir peur de lui et du coup avoir des comportements qui peuvent être excluants. C'est aussi à l'origine du sexisme. Le sexisme étant lui-même à l'origine de l'homophobie, il ne faut pas oublier que sur la cour d'école, les garçons qui vont, entre guillemets, transgresser ce que je viens de vous expliquer, qui vont plutôt vouloir décider d'aller jouer à la corde à sauter avec les filles, ils ne vont pas forcément être bien perçus par les garçons dits majoritaires, et vont pouvoir être traités de garçons efféminés. Et donc ça, c'est typiquement la base de l'homophobie. Et donc ça, comme c'est intériorisé très tôt, il y a de grandes chances finalement que ça reste après à l'âge adulte. Et c'est là où on arrive sur notre fameux sujet des espaces publics et comment aujourd'hui, il y a un impact dans la façon dont les femmes et les hommes les occupent, les utilisent, et comment nous, on peut aussi changer ça. Super. Si, on met comme ça, c'est bon, non? Parfait. Bon, juste pour vous montrer un programme concret de transformation de cours d'école dans une ville qui se trouve à côté de Barcelone, Santa Coloma de Gramenet. Je vais essayer de compléter tout ce qui a été dit, parce que c'est à la fin tous les programmes de transformation de cours d'école que les villes sont en train de faire sont assez similaires. Mais ce qui est important de ce programme, c'est qu'il a commencé en 2017. Alors, si je ne me trompe pas mal, c'est le premier entre Espagne et France. Toute la participation a été faite entre 2017 et 2018 et le chantier de transformation 2019. Aussi important, vous expliquer que dans ce cas, il y avait très peu de ressources économiques. Il y a eu 6 écoles à la fin au total qui ont participé et il n'y avait que 30 000 € pour faire la transformation de chaque école. Quand dans le programme de Barcelone ou de Bordeaux, ou si je ne me trompe pas de Paris, je ne sais pas Nantes, il y a à peu près 200 000 € pour chaque cours d'école. Mais je voulais bien vous montrer parce que c'est des interventions tactiques. Alors avec peu, on a essayé de faire de grandes transformations. On peut passer. Et nous, comme École Sari, on a pu définir le programme de participation
avec la ville. Puis après, on a pu faire les projets techniques et le chantier, c'est la ville qui l'a mené à bien. Rapidement, problématique qui a déjà été très expliquée, mais nous, comme architectes, nous avons une grande responsabilité parce que c'est nous qui faisons les espaces. Alors, évidemment, si nous faisons une cour d'école où la majorité de la cour est grise et où on peut jouer qu'au ballon, bon. Et la périphérie, elle est vide, elle est humide, elle est à l'ombre, bah alors on est en train vraiment de privilégier des activités et des personnes face aux autres, non? Ça, c'est des photos, exemple de la périphérie. Dans toutes les cours d'école qu'on a visitées jusqu'à présent, depuis 2014, on rencontre ça, non? Majorité de filles petites ou garçons petits qui sont en groupe et dans des positions super introverties, non? C'est ce que bon, moi-même j'ai appris dans ma cour d'école, mais c'est ce que les filles sont en train d'apprendre. Ça, c'est le programme d'Empathie Zem. Au début, c'était 5 écoles. Après, il y a eu une 6e qui s'est ajoutée. Au total, il y a eu 1500 personnes qui ont participé à ce programme, entre enfants, bon, toute direction, profs, périscolaires, familles, etc. Et nous sommes basés sur une méthodologie que vous pouvez aussi vous télécharger dans notre site internet, que c'est ce livre, La cour d'école inclusive, et c'est un guide pour pouvoir analyser la cour d'école avec l'approche du genre. Après, il faudra ajouter toutes les autres approches, évidemment, mais on peut faire les mêmes activités et les adapter à l'âge, origine, bon, etc. Handicap, toutes les variables d'oppression qu'on veut ajouter, non? Et nous avons utilisé ce guide. Bon, des petits exemples, pareil. Tout d'abord, nous avons compris avec les enfants qu'est-ce qui fonctionnait bien, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas bien de la cour, non, les lieux de bien-être, de mal-être, etc. Aussi avec les adultes, évidemment. Et après, on a extrait des stratégies de transformation. Le moment le plus joli de ces processus, qui évidemment prennent du temps à les faire, le moment le plus joli, c'est quand les enfants détectent qu'il y a vraiment des inégalités, non? Et c'est ce moment, lorsqu'ils disent « Ah, si, c'est vrai, moi j'occupe plus de place, c'est pas juste ». Et c'est ce moment-là, non, que c'est quand eux et elles veulent vraiment faire non, ils font le clic et ils veulent changer. Là, c'est quand le projet vraiment se lance, non? Et ils décident les stratégies de transformation. On travaille avec des outils d'architectes, maquettes, collages, etc. Si on peut passer. Ça, c'est un peu comme l'évaluation finale, non? On a commencé avec des espaces, des cours d'école où on avait 70% de pistes, de terrain monofonctionnel, 5% de calme et 25% d'espaces divers. Et à la fin du projet, on a réussi à réduire et arriver à 50% de pistes et redistribuer, non? 15 de calme et 35 de variables. Et ça, c'est des petits exemples. Mais basiquement, l'objectif, c'était redistribuer les espaces, non? Rééquilibrer un petit peu plus les espaces et augmenter les options de jeu actifs. On peut jouer à plein de choses de façon active, non? Ça, c'est, bon, par exemple, grimper. En bas, à gauche, nous avons, dans ce cas, il y avait des budgets très serrés. Alors, nous avons mis des tapis au milieu des pistes sportives. Et l'usage a changé radicalement, non? Maintenant, ce n'était plus le foot, mais c'était les roues, les acrobaties, yoga, etc. Et aussi des nouveaux espaces de repos. On pense que les enfants veulent toujours sortir, se défouler et courir dans les cours d'école, mais la plupart des enfants nous demandent des espaces de calme et de silence, non? Alors, bon, on a travaillé pour des plateformes, des tables, etc. Et puis, comme disaient Sarah et Sophie, l'activation de la cour est clé, non? Qu'est-ce qu'on fait comme prof ou comme périscolaire, non? Comment on utilise la cour, c'est le plus important.
Il y a des écoles qui décident d'enlever le foot. Il y a des écoles qui décident de commencer à faire des cours à l'extérieur, non? Et dans ce cas, avec les tapis ou avec les structures, il y a eu des profs qui ont commencé à faire des cours de musique à l'extérieur ou d'autres cours. Bon, ça, c'est un succès, non? Parce que vraiment, on fait un changement de façon d'apprendre. Et aussi, dans ce projet, on a introduit des fresques participatives. Et là, les enfants, ça a été joli puisqu'ils ont, ils et elles ont pu participer dans tout le processus participatif, non? Détectons les problèmes, pensons des stratégies, puis après, transformons notre cours. Et dans 2 de ces écoles, après des fresques participatives, ils ont commencé à faire des actions de transformation à l'intérieur de l'école. Non, c'était comme le début de commencer à se sentir leur école propre à eux et à elles. Et c'est ça. Et aussi, surtout, s'adapter aux préexistences. Non, ça a été le projet le plus tactique. Peinture sur la piste et ombre et plateforme, parce que dans ce cas, il y avait un parking au-dessous de la cour d'école. Alors, on pouvait vraiment rien faire d'autre que ajouter des choses au-dessus. Et c'est tout. Alors, je prends la suite. C'est pas un projet de cours d'école, spoiler. Avec Aléa, du coup, on a développé un projet qui s'appelle l'école nomade, où le but, c'est d'aller explorer la ville avec les enfants de l'école des plantes, qui se trouve dans le quartier du Breil. Et l'objectif initial qu'on a développé avec les enseignants et les enseignantes, c'était de se questionner sur comment on pourrait fabriquer un objet qui serait une sorte de cabane qu'on emmènerait dehors et qui serait un peu à la fois un point de repère, possiblement une sorte de cabane qui nous protège, ce qui n'est pas forcément le cas, mais en tout cas un endroit qui fait signal dans la ville et qui nous permet de nous dire, à partir de là, on peut observer notre environnement. Donc là, sur la gauche, on voit un moment d'expérimentation où les enfants fabriquent avec des choses simples, des tissus et des baguettes, voilà, une première cabane. Il y a eu des phases de conception avec du dessin, de la maquette. Et on en arrive à une réalisation avec des bambous et des toiles de parapente qui sont vraiment inspirées voilà, du dessin et des expérimentations réalisées avec les enfants. Donc sur un principe un peu comme tu l'as hyper bien dit, je sais plus, constat, problématisation, tout ça c'était super. On a fait un peu des choses un peu dans le même genre avec des questions, enfin aussi liées à, du point de vue des profs en tout cas, de se dire cet outil, il faut que ce soit un outil pédagogique. Donc il faut que ce soit quelque chose que nous, à l'échelle de l'école, on puisse s'en ressaisir, même quand les architectes ne sont plus là. Enfin, ça c'était un peu l'intention. À nouveau, des fois c'est pas si simple de transmettre ces savoir-faire, parce qu'en fait c'est une cabane qui, tu peux peut-être passer, tu avances les slides comme tu veux, c'est pas vraiment lié. Mais c'est une cabane, comme vous voyez sur la droite, qui se transporte avec plusieurs enfants. Donc il faut qu'on soit tous en collaboration pour la transporter quelque part. Et ensuite, on a besoin aussi de tous et toutes être là pour la fabriquer, la monter. Donc la dimension de collectif est très importante dans cette fabrication. Et une fois qu'on l'a installée, on peut aller arpenter aux alentours. Et ce qui était un élément vraiment important pour les profs, c'était aussi que les élèves qu'elles ont donc dans cette classe qui se trouve à Paris, dans un quartier du coup plutôt populaire, c'était que les enfants ont du mal à se raconter, à parler d'eux, à parler de moi à la première personne, de parler par exemple à leurs parents de ce qu'ils ont vécu dans la journée ou de parler à leurs profs de ce qu'ils ont vécu le soir à la maison. Et que du coup, vivre des aventures, aller dehors, emmener une cabane dans un parc pas loin ou emmener une cabane sur une place publique, en fait, ça permettait d'avoir des choses à raconter. On était sûr qu'ils avaient vécu des expériences. Donc ensuite, on pouvait leur poser la question. Et l'objectif, tu peux encore passer. Ensuite, c'était de... Donc là, on les voit, par exemple, c'est une classe de CE2 qui était sur l'île de Versailles. Et enfin, nous, ensuite, on n'a pas vraiment eu à faire grand-chose. Ils ont fait des dessins de ce qu'ils ont vu. Ils ont enregistré des petits poèmes de leur perception, des choses qu'ils pouvaient voir. Ils ont partagé les uns avec les autres, parce qu'on a une collègue qui fait pas mal de documentaires sonores. Donc, voilà, ils ont enregistré leur voix. Enfin, c'était plein de petits outils assez simples en soi, mais qui ont fait que chacune se racontait, ou en tout cas, pouvait utiliser des adjectifs, des mots pour parler de son expérience dans la ville, et particulièrement dans des endroits où il et elle n'avaient pas été, parce qu'on s'est rendu compte aussi que ces enfants qui habitent dans ce quartier sortent peu, ou en tout cas
un peu comme la cartographie qu'on a vue au début, le territoire qu'on peut investir et la ville en fait est assez restreinte autour des enfants. Et donc l'île de Versailles, qui est pourtant assez centrale, ils ne la connaissaient pas forcément. Donc juste ça, c'était une aventure et une découverte. Et ensuite, à la fin, si tu veux... l'idée, c'était qu'ils réalisent, donc bon, après ça peut prendre différentes formes, mais les CE2 ont fait des sortes de grands panneaux qu'on voit là à droite, avec à la fois des poèmes et des représentations de ce elle avait observé. Et les CM2, eux, qui ont été plutôt dans la cour du collège de proximité dans lequel ils devaient aller, eux, ils ont réalisé des kamishibai, donc c'est un terme un peu technique japonais pour dire c'est un petit théâtre voilà, où on passe des images et derrière on peut lire l'histoire, donc c'est un peu comme un livre mais présenté sous la forme d'un théâtre. Et ce qui était intéressant en fait avec les CM2, c'est vraiment avec la prof de CM2 qu'on a pensé ça, c'était... Il y a un collège dans le quartier qui a fermé, le collège Rosa Parks, qui était un collège qui se situait entre deux quartiers prioritaires, donc les Dervalières et le Breil. Initialement, c'était un collège qui devait être mixte, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui venaient de différents endroits, sauf qu'en réalité, ceux qui avaient le choix, les familles qui avaient le choix, envoyaient leurs enfants dans d'autres collèges. Ce qui fait que c'était un collège finalement qui était devenu très peu mixte, ou en tout cas, on retrouvait beaucoup de difficultés liées à des inégalités sociales ou diverses et variées, comme tu as fait tout à l'heure, 3 petits points. Et ce qui fait que ce collège a été fermé pour redispatcher, on va dire, les enfants dans différents collèges Enfin, vous me dites si je dis ça pas très bien, mais vous pourrez redispatcher dans des collèges de centre-ville, ou en tout cas qu'il y ait une plus grande diversité dans la manière dont les élèves étaient répartis. Ce qui fait que les enfants du Breil avaient des appréhensions assez importantes de passer d'un collège qui se situait à je ne sais pas combien de mètres, mais qui était assez proche de là où ils habitaient, à devoir prendre le tram, aller en centre-ville. Et donc, il y avait à la fois des freins très physiques, concrets, de prendre des transports en commun. Mais il y avait surtout beaucoup de freins symboliques. D'une part, de se dire, moi, je suis un enfant noir, un enfant racisé, je porte le voile, ou ma mère porte le voile. Comment je vais être perçue quand j'arrive dans le collège de centre-ville? De la même manière, il y avait des appréhensions des gens du centre-ville, donc des parents et des élèves du centre-ville, de se dire, il y a des futurs délinquants en puissance qui viennent dans notre collège, c'est pas très rassurant. Donc l'idée, mais tu me dis si je prends trop de temps, l'idée de ces histoires, c'était aussi que les enfants nous partagent leur perception de leurs anxiétés, ou en tout cas de leur transition vers ce collège. Et ça a été assez performant, c'est-à-dire qu'ils ont pu, au travers d'histoires de monstres ou de possible harcèlement dans le tram, nous raconter tout ce qui pouvait représenter des peurs pour elles et eux, sans que c'était vraiment le sujet qui était abordé. On leur a juste demandé de nous raconter des aventures en lien avec les lieux qu'ils avaient traversés. Et ça a amené vraiment beaucoup de révélations sur leurs intériorités et leurs réflexions personnelles. Et du coup, c'est un peu à côté de ce que vous racontez, mais c'était juste pour dire qu'avec nos outils, le regard et les outils qu'on a en tant qu'architecte, on peut aussi amener des réflexions qui sont plus de l'ordre de la représentation ou de la structuration sociale, et de se dire, est-ce qu'avec ces enfants, on peut du coup observer de la même manière que la cour d'école est organisée de telle manière parce qu'on a fait des observations et qu'eux nous en parlent, on peut aussi se questionner davantage et obtenir leur perception via ce type de projet, quoi. Alors moi, j'ai une question, mais en fait, je la note pour après. Comme ça, je la note pour plus tard. Alors effectivement, là, on va quitter un peu l'espace des enfants, de la cour d'école et du regard de la ville à hauteur d'enfants pour parler des espaces publics plus généralement, et puis de la notion effectivement de non-sexisme. Alors la question que j'ai eu envie de vous poser, c'est effectivement, qu'est-ce que c'est pour vous un espace non sexiste? Est-ce que le terme non sexiste déjà est un terme que vous utilisez, que vous mobilisez, dans lequel vous vous reconnaissez, ou bien qui est un terme que vous n'utilisez pas, que vous utilisez d'autres termes qui vous paraissent plus appropriés? Julien, je vais te passer la parole, si ça te va. Merci. Bon, nous, on se sent très représentés par le terme d'architecte et urbaniste féministe. Nous travaillons pour faire des villes féministes, et sinon aussi on utilise le terme de ville inclusive, non? Qui aussi nous représente. Pour nous, des villes non sexistes, féministes ou
inclusive, c'est des territoires divers où tout le monde trouve sa place, des territoires vivants, non, où il y a de la vie toujours, matin, nuit, à toute heure, et donc des territoires aussi où on se sent en autonomie de vivre et de marcher librement à toute heure, partout, indépendamment de si on est femme, homme, de l'âge qu'on a, de si on a un handicap, etc. Et aussi des territoires qui nous représentent. Non? Très souvent, nous ne nous sentons pas représentés par certains espaces ou nous ne sentons pas que nous avons le droit d'utiliser certains espaces. Je voulais juste vous expliquer un petit... On a le temps de l'expliquer ou... Si? Je le fais vite. Dans ce cas, pour cette question, je voulais vous expliquer le projet Mammifera. C'est un projet, c'est une expérimentation et c'est un point d'allaitement en collectif et un lieu de soins et d'interaction pour la petite enfance. Depuis longtemps, nous avons vu que la petite enfance, 0-3, n'a pas trop de place dans nos villes. Nos villes sont très sales, bruyantes, etc. Et les bébés n'ont pas d'endroit pour y être et y rester. Et les personnes que nous prenons soin de ces bébés, majoritairement encore femmes, nous sommes à la maison, en retrait, seuls et très proches de la dépression, des fois. Mammifera, si passons. La première fois qu'on a installé Mammifera, ça a été à Barcelone en 2023 dans le cadre du Festival d'architecture modèle. C'était une des 5 installations gagnantes du festival. Passons. Justement, le festival avait pour idée, voulait choisir des installations qui cherchaient l'empathie radicale. Non? Et alors, nous avons vu l'opportunité de pouvoir présenter cette idée que ça faisait longtemps qu'on voulait essayer de l'expérimenter. Passons. Mammifera, surtout, c'est une expérimentation qui veut montrer qu'on a ce besoin d'espace dans nos villes. C'est un espace qui a cette forme, mais qui pourrait avoir une autre. Mais Mammifera veut visibiliser ce besoin, non? Ça, c'est des données que nous avons trouvées juste avant de faire Mammifera pour justifier. Non? En Espagne, selon cette étude, 52% des femmes se cachent pour allaiter dans l'espace public, 63% se sont sentis jugés et 15% ont été activement recriminés et insultés pour faire ça dans l'espace public. Mammifera, c'est un espace visible, sécurisé. Non, on veut montrer, on veut qu'il y ait des enfants, des bébés, des femmes qui allaitent, qui prennent soin, qui donnent le biberon aussi à ces enfants dans l'espace public, au milieu de tout le monde. Mais c'est un espace aussi sécurisé, un espace calme et équipé, passons, et un espace durable et en collectif. Non? L'idée, c'est de pouvoir prendre soin de nos petits et petites en collectif, pas toutes seules et tout seuls à la maison. Si, reviens peut-être dans celle d'avant pour expliquer un peu les sujets d'architecture. C'est un espace en rond pour être en collectif. C'est un espace très visible, intérieur, extérieur. On peut prendre soin des plus petits et petites à l'intérieur. Et les sœurs et frères peuvent jouer dehors. Mammifera a un meuble, non, avec un micro-ondes, un frigo pour pouvoir laisser biberon, etc. Et puis, on a un toit, non, pour être protégé et un sol mou et avec des couleurs un peu stimulantes, non, pour casser le béton de nos villes. Et puis après, en parallèle, nous avons accompagné Mammifera avec une enquête en ligne pour pouvoir avoir des données et des besoins, non, de toutes les participantes qui ont fait l'enquête sur comment devraient être ces espaces dans nos villes. Et un workshop. Ça, c'est des résultats. Passons. Et clairement, on a il y a des facteurs sociaux, non, évidemment, mais aussi il y a des facteurs physiques que, comme architecte, on peut travailler, non. C'est difficile de trouver des espaces à l'ombre, des espaces peu bruyants, etc. Après Mammifera a bougé, après l'expérience de Barcelone, Mammifera a bougé à 3 autres villes. Passons. Et dans chaque cas, si
passant, bon, dans un parc, dans une piscine, l'autre c'était aussi un parc. Et dans chaque cas, Mamie Fela a été accompagnée d'un usage spontané de familles qui venaient, mais aussi d'une activation programmée par les villes. Non? Il y avait des groupes d'allaitement, des groupes de parentalité, des présentations de livres, présentations de jouets, de portages, etc. Et c'est ça. Et du coup, une autre action qu'on porte, c'est un projet qui s'appelle Breaker de quartier au féminin. Comme son nom l'indique, c'est se questionner sur les espaces publics du quartier et notamment du point de vue des femmes. Je tiens à dire que l'association elle existe depuis 2022 et que du coup, on n'a pas l'assurance encore des Kwalsari pour dire qu'on est un groupe de meufs, mais en fait, on n'est que des femmes, principalement. Et on se questionne encore sur comment on travaille ensemble et comment intégrer ces dimensions aussi féministes à notre travail. Mais en tout cas, ce projet-là, il est assez fondateur et assez fort pour nous, dans le sens où on se réunit avec des groupes de femmes et d'hommes parfois, mais en tout cas toujours en majorité de femmes. Une quinzaine de personnes entre 16 et 19 ans, des pédagogues de la Pépinière Jeunesse Horizon, qui est une association d'éducation populaire portée par les CMEA. Je ferai des astérix s'il y a besoin pour certaines personnes. Et après, donc, il y a nous, on est trois ou quatre femmes dans l'asso qui bossons avec ce groupe. Et l'idée, c'est d'investir un espace du quartier, une place. On y vient régulièrement, on y travaille sur le temps long. Et pendant une semaine, pendant les vacances scolaires, en avril et ou à l'automne, on vient transformer un morceau, tu peux passer Stéphanie si tu veux, un morceau de cette place, en se questionnant d'abord sur ce que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, quand c'est en mixité, souhaiteraient réaliser. Donc de la même manière qu'on l'a fait avec les enfants, on observe le territoire, quels sont les usages, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir y installer. N'oubliez pas que c'est toujours un quartier populaire, donc en fait c'est souvent des plates-bandes enherbées et des grands espaces ouverts. Il y a parfois un peu de végétation, mais c'est quand même les chakras sont ouverts. Donc là, sur la droite, vous voyez un peu des dessins qui ont été réalisés un peu à partir des expérimentations in situ qu'on voit à gauche. Si tu passes. Et l'idée, c'est que ces groupes, du coup, donc, quand c'est que ce soit en mixité ou en non-mixité, passent par différentes étapes pendant une semaine. Il y a 4 jours qui sont vraiment dédiés à la construction en tant que telle. C'est de la construction en bambou, en toile, des matériaux souvent colorés ou souples, des matières aussi qu'on voit moins dans ces quartiers-là. On se réunit en collectif, donc c'est-à-dire qu'on forme des sous-groupes, le groupe qui va travailler sur la structure, ceux qui vont travailler sur les tissus, enfin bon. Et ensemble, en fait, on génère ce projet au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, il y avait de la peinture au sol, de la couture, enfin bon, différentes choses. Mais ce qui est important, c'est que du coup, on a chacune une tâche et au fur et à mesure, on tend vers ce projet commun qui se termine à la fin. Et il y a une étape qui est assez importante pour nous qui s'appelle la pause citoyenne. C'est un temps qui est pensé par la ville, puisque ces chantiers jeunes, c'est un dispositif de la ville à la base. On s'inscrit là-dedans. Et la pause citoyenne, c'est un temps où on peut réfléchir à une question de citoyenneté. Et la question de la ville non sexiste, c'est le thème qu'on aborde tout le temps dans ces projets-là. Nous, le mot de ville non sexiste, on considère que ça n'existe pas pour l'instant, enfin que c'est une utopie qui est hyper intéressante pour nous permettre de nous questionner sur, si vraiment en 2030, comme Madame Johanna Roland nous le propose, la ville de Nantes devient une ville non sexiste, qu'est-ce que ce sera ? Moi, j'aimerais bien que ce soit la vision de Julia, mais je pense que ça peut prendre plein de formes. Enfin, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, j'ai l'impression en tout cas. Et donc avec ces jeunes gens qui sont aussi des gens racisés pour la plupart, que vous voyez sur les photos, qui parfois portent le voile, qui peuvent ne pas savoir quel est leur avenir demain, quel métier, quelle direction ils et elles vont prendre. En fait, c'est souvent plusieurs questions qui se posent. C'est pas uniquement le fait d'être une femme dans l'espace public, c'est aussi d'être une femme qui porte le voile, d'être une femme qui ne répond pas aux stéréotypes de la beauté féminine, plein de questions comme ça. Des sujets aussi parfois d'impuissance, de se sentir en fait en tant que jeune personne qui a 16-17 ans, quelle capacité j'ai moi de transformer l'espace public, de transformer même l'espace public pas uniquement comme un espace construit, mais aussi l'espace symbolique de un jour peut-être on sera égalitaire,
il y a parfois des discours de ces jeunes gens qui sont assez pessimistes. Et c'est vrai que c'est assez intéressant aussi d'être témoin de ça et de se dire, c'est pas parce que nous, on a des belles valeurs et qu'on veut transformer les choses et qu'on se dit qu'une ville non sexiste, ça peut exister, qu'en fait, il y a plein d'endroits où les gens n'y croient pas. Et en tout cas, ce temps de pause citoyenne, il sert vraiment aussi à ouvrir ces perspectives. Alors, on utilise différents outils pédagogiques et c'est souvent la pépinière Jeunesse Horizon qui les met en place. Et on trouve que c'est hyper important d'avoir ces pédagogues avec nous, de penser des chantiers qui sont aussi des moments de vie en collectivité. Donc on mange ensemble, on fait nos repas ensemble, on partage aussi les difficultés du quotidien, quoi. Et ça aussi, je pense qu'il ne faut pas minimiser, que pour moi, c'est une manière de travailler la ville non sexiste, c'est-à-dire que d'être dans des rapports où on prend soin les unes des autres, on n'est pas que dans un chantier où on construit des choses, on est aussi là pour représenter, nos corps représentent d'autres manières de faire groupe, et notamment même quand on est dans l'espace public, je pense que tu peux mettre la prochaine slide, qu'on voit, alors quand on est en non-mixité, des groupes de 20 femmes, ces femmes qu'on voit là, qui sont en train de construire des trucs comme des meufs hyper badass, qui portent des machines électroportatives, qui portent des charges lourdes, je veux dire, on change les représentations, et nous on travaille surtout sur ça, en fait. C'est pas tant que les architectures qu'on produit, elles sont non sexistes ou particulièrement incroyable en termes d'architecture, mais en tout cas, on met des corps, on met des femmes en action dans l'espace public, et les gens qui nous regardent sont autant actifs dans cette transformation que nous. Et je pense qu'il ne faut pas minimiser, encore une fois, la place du symbole et de la représentation. Donc, voilà pour nous. Sur la question, effectivement, de la sémantique de l'espace non sexiste, effectivement, moi, j'interviens en tant que ville, donc la terminologie, c'est celle qui est la nôtre aujourd'hui, puisqu'effectivement, c'est Johanna Roland, donc maire de Nantes, qui a fixé cette ambition politique, donc faire de Nantes la première ville non sexiste de France d'ici 2030. Donc, de manière très concrète, un programme politique se décline après au niveau des services qui le mettent en œuvre dans une politique publique. Mais ce qui est important, c'est... L'ambition n'est pas de se dire en 2030 il y aura plus de sexisme à Nantes. Je pense que zéro sexisme à Nantes, on sera tous et toutes probablement décédés, parce qu'on sait que ça va prendre des temps très longs, puisqu'on est aussi sur le changement de regard. L'idée de cet objectif-là, c'est deux choses. C'est collectivement, on sait qu'individuellement on ne peut pas y arriver. Tout seul, la ville ne peut pas y arriver. Les associations toutes seules ne peuvent pas y arriver. Et les individus aussi tout seuls ne peuvent pas y arriver. Donc l'objectif, c'est de se dire, si on arrive collectivement à prendre conscience et à abaisser notre seuil de tolérance par rapport au sexisme aujourd'hui tel qu'il existe et tel qu'il existe dans tout un tas de domaines, ce sera déjà un objectif réussi et positif pour la ville. Et le deuxième, c'est plus spécifiquement pour la ville en tant que collectivité. Nous, on est productrice de normes. On a des budgets, on crée des choses, on met en place des actions. Et à ce titre-là, on a une responsabilité aussi dans la façon dont on peut ou non faire perdurer les inégalités. Et ça, c'est assez nouveau d'un point de vue de la collectivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reconnaît notre potentiel rôle dans le fait d'accentuer ou au contraire de réduire les inégalités. Et donc ça veut dire, si on se concentre sur les questions d'espace public, qu'aujourd'hui, notre impératif, c'est d'intégrer systématiquement un questionnement sur est-ce que les espaces tels qu'on est en train de les concevoir, les imaginer, prennent bien en compte la question du genre, la question de la lutte contre le sexisme. Et ça, c'est fondamental. Donc, un espace non sexiste, pour nous, de notre point de vue, c'est d'abord un espace qui va venir questionner en fait tout ce qu'on a pu faire avant et qui prend bien en compte le besoin des femmes. Et dans une variété de domaines, j'ai repris, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc je rends à Paris ce qui appartient à Paris. C'est le premier guide de Paris qui avait un peu listé aussi tous les enjeux, parce que on parle d'espace public, mais on n'est pas uniquement sur de la conception d'espace. Il y a tout un tas d'enjeux. On parle aussi de mobilité, de représentation, de noms de rues, d'art urbain. Les enjeux sont extrêmement importants et ils sont aussi imbriqués les uns dans les autres. Donc ça, c'est un peu l'objectif qu'on se fixe. Et je voulais rajouter une dernière chose qui est la slide d'après. Ce qui est intéressant, c'est que en termes d'objectifs, on peut aussi... il y a plusieurs objectifs. C'est-à-dire que nous, on peut questionner nos intentions. Si je vais essayer de le dire de manière assez simple, mais par exemple, si on prend les questions de skatepark aujourd'hui, si on se place d'un point de vue purement
égal accès, on peut se dire que d'un point de vue mixité, en fait, donc on sait que c'est plutôt des espaces qui sont occupés par les garçons. Donc en général, entre 75 et 80% des utilisateurs sont des garçons sur les skateparks. Et donc, si on veut avoir un enjeu de mixité, on peut se poser la question de comment faire pour soit faire venir le public féminin sur les skateparks, soit sinon, un autre enjeu de mixité, ça peut être de se dire comment est-ce qu'on va faire venir des publics masculins plutôt sur des pratiques féminines. Ça, c'est le premier enjeu. Mais on peut aussi se dire, notre objectif, c'est pas forcément de mixer les publics, d'avoir des femmes et des femmes et des hommes qui sont en train de faire une pratique ensemble. Ça peut être aussi, en fait, moi, je veux qu'il y ait une égalité dans l'accès à la pratique. Si on prend l'exemple du skatepark, par exemple, en tant que collectivité, si moi, j'ai 20 millions n'importe quoi, 20 millions d'euros par an pour mettre en place des infrastructures de pratique sportive libre, je pense que je suis complètement hors sol sur ce que ça coûte, mais disons 20 millions d'euros par an. Si je mets 20 millions d'euros pour faire que des skateparks, au final, je ne vais pas être sur de l'égalité. Je sais que je vais favoriser plutôt des garçons qui vont utiliser ces espaces-là. Je suis très dans le schématique, mais c'est pour vous aider à... Voilà. Donc là, mon objectif, ça peut être de me dire, en fait, je veux avoir une égalité plutôt dans la pratique, pas forcément une mixité, mais une égalité. Et donc là, ça va être de dire, sur mes 20 millions d'euros, je vais avoir 10 millions pour faire du skatepark et peut-être 10 millions pour mettre des miroirs sur l'espace public en dessous des nefs, parce que je sais que ça va peut-être faire venir plutôt des groupes de danseuses. Parce qu'on sait que voilà, c'est une pratique qui est plutôt aujourd'hui faite par les femmes. Et il y a un dernier enjeu, c'est la question du genre. Voilà, est-ce que je peux créer aujourd'hui des espaces qui ne sont pas dans la reproduction des stéréotypes, qui sont pas forcément qui sont aussi dans la mixité, mais qui sont plutôt dans, voilà, je ne favorise ni un stéréotype, ni une pratique liée à un sexe ou un genre. Et donc là, c'est plutôt par rapport à mes skateparks, je ne vais pas faire de skatepark, je ne vais pas faire de miroir de danse, mais je vais plutôt m'interroger, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai des pratiques sportives libres qui ne sont pas vraiment perçues comme étant pratiquées par un genre ou un autre. On sait par exemple que le beach volley, le ping-pong, c'est plutôt des choses qui sont vues comme non genrées. Et donc voilà, mon budget de 20 millions d'euros, au final, je peux le décider pour mettre en place des tables de ping-pong. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'était pour vous dire, voilà, il y a différents leviers qu'on peut actionner, mais ça dépend aussi des objectifs. Et donc nous, en tant que ville, il faut qu'on se questionne sur nos objectifs. Et ils peuvent être aussi complémentaires, ils ne s'excluent pas. Et ils peuvent être aussi temporaires, parce que voilà... d'avoir d'un côté des garçons qui vont sur du skatepark et des filles qui vont faire la danse sous les nefs, c'est pas forcément l'idéal. Mais ça répond à un enjeu qui est qu'au moins les filles vont sur l'espace public. Non, en fait, je propose... C'est vrai qu'on avait prévu d'aborder une dernière question, mais comme il est 19h35, ça fait déjà 1h30, je crois qu'on parle. Moi, je proposerais bien qu'on passe aux échanges et aux questions avec la salle, s'il y en a. Et puis, voilà. Et puis aussi, s'il y a des étudiants, des étudiantes du projet cours des genres et l'architecture qui veulent aussi réagir, témoigner. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous avez proposé une lutte pour la mixité et ça provoque l'égalité. Mais je me demande, il y a pas mal de situations... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez rapprocher le micro pour qu'on vous entende bien? Il y a pas ça. mal de situations où la mixité pose problème, et comme dans les toilettes, par exemple, où l'espace dédié aux femmes est peut-être parfois le seul ou le rare où elles se sentent peut-être plus confortables ou en sécurité. Et est-ce que la prise de position de se dire qu'on va faire des toilettes un espace mixte, quitte à ce que les gens soient mal à l'aise, pour rebrasser les rapports de force, est-ce que votre point de vue là-dessus va dans ce sens-là, ou que dans certaines situations où la mixité n'est pas totale, il peut y avoir quand même une certaine forme d'égalité? Je sais pas. C'est vrai qu'en tout cas, quand on parle de mixité, la question des toilettes souvent arrive. On n'en a pas parlé. Je ne sais pas qu'est-ce qui... répond.
C'est une excellente question. Je pense que dans un monde idéal, en fait, il faudrait un peu, par rapport à ce que je viens d'expliquer, j'aurais presque envie de répondre qu'il faudrait les trois. Il faudrait des toilettes non mixtes, donc des toilettes pour des femmes, des toilettes pour des hommes, des toilettes pour femmes et hommes en même temps, et des toilettes non genrées. Bon, là, je pense que tous mes collègues du bâti vont être ravis de cette proposition, parce que du coup, ça va faire peut-être un étage entier de toilettes dans les bâtiments de la ville, mais pourquoi pas. Et PMR forcément aussi, mais ça, on peut... Aujourd'hui, on n'a pas de principe à la ville, il n'y a pas de doctrine posée sur comment on privilégie ça. Donc, j'ai pas de réponse en fait officielle de comment on prend en compte ces sujets-là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie réflexion qu'on se pose, et on se pose aussi d'ailleurs dans les cours d'école. Mais on n'a pas encore de réponse nette. Mais c'est c'est un vrai sujet, parce que dans l'idéal, je pense que des toilettes mixtes ou non genrées, c'est un peu... Pour moi, ce serait effectivement l'idéal. Mais la réalité, c'est qu'on est encore dans une société où, effectivement, l'espace des toilettes peut générer des sentiments forts d'insécurité. La réalité, c'est aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, et que donc se retrouver dans un espace clos avec un homme, c'est compliqué. Donc, il y a le principe de réalité, il y a l'idéal et le principe de réalité. Donc... il faut trouver un peu un entre-deux, et peut-être que temporairement, on va encore fonctionner comme ça, et que quand on sera à zéro sexisme, on pourra fonctionner différemment. Alors, moi, par rapport à l'enfance, je trouve ce qui est intéressant, c'est de se dire à quel moment on introduit de la non-mixité et quel sens on y met. Dans les toilettes, alors c'est un vrai sujet, hein, les toilettes des écoles, gros sujet. S'agissant de la question de la mixité, en maternelle, les toilettes, elles sont mixtes, mais il y a souvent, par exemple, des urinoirs, dont les enfants, d'ailleurs, petits, ne savent pas se servir. Donc, en réalité, ça ne sert à rien, ça prend de la place. On pourrait assez facilement, je pense, remettre ça en question. Mais en tout cas, c'est mixte, et les enfants... alors, en général, au mépris total d'ailleurs de leur intimité, puisqu'il n'y a pas souvent des cloisons, mais en tout cas, c'est un lieu mixte. Et on introduit la non-mixité en élémentaire. Et la question, c'est pourquoi ? Et en fait, c'est intéressant de se demander, pourquoi ? À quoi ça sert ? Et je pense qu'en élémentaire, ça sert à rien, mais c'est une habitude. Mais en fait, ça, c'est moi qui le pense. On a peu de recul sur ces questions de remise en question. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, les toilettes, c'est un lieu de repli. En effet, on peut être à l'abri et papoter entre soi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les cours d'école, il n'y a pas d'endroit comme ça. C'est un peu dommage qu'on soit obligé, en quelque sorte, d'aller dans les toilettes pour pouvoir se cacher, pour pouvoir se raconter des petits trucs, pour pouvoir être à l'abri des autres. Donc, c'est plutôt une solution de repli, et donc le besoin pourrait être répondu ailleurs, dans l'aménagement de la cour, par exemple. Et puis, c'est aussi un lieu de harcèlement, puisque en fait, c'est un lieu qui est mal surveillable, parce que quand il y a les deux toilettes, et puis il n'y a pas beaucoup d'espace, en fait, on voit rien, et c'est là où il y a beaucoup de conneries qui se passent dans les toilettes. Donc, en effet, c'est des questions qu'on se pose. Là, nous, on démarre, on met en fait à y réfléchir, on va poser des questions à des enfants, bientôt, là, depuis hier. Mais on n'a pas idée, en fait, vraiment, parce qu'une fois qu'on a aménagé un seul bloc, et si on veut remettre les choses en question dans 3 ans, c'est pénible, parce que les normes PMR, ça nous met tout en l'air. Donc, on a envie non plus d'y aller tranquillement. Mais l'enjeu, en tout cas, si on remet en possibilité la mixité dans les sanitaires des écoles, c'est au bénéfice d'une meilleure surveillance, c'est-à-dire un endroit qui est facilement surveillable depuis l'extérieur. Et puis éventuellement après de séparer les petits et les grands, puisque ce qui pose question, c'est plutôt le sentiment d'insécurité. Pour le coup, il peut venir de la part des petits vis-à-vis des grands. À l'école, les CP par rapport au CM2, c'est impressionnant. Pour le collège, je connais moins, mais je pense que les questions, elles peuvent se poser également à ce niveau-là. Et après, plus on grandit, et plus je pense qu'il y a les autres questions de se sentir à l'abri, de se sentir insécure dans un endroit clos, où là, je ne sais pas comment on y répond.
Excellente question aussi. Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que pour le coup, c'est aussi les élus en fait qui arbitrent ça. Ce que je peux dire, c'est que on a une élue aujourd'hui, voilà, qui est à la ville non-sexiste, qui porte en fait, comment dire, qui porte un regard non sexiste sur les urinoirs. Et donc à ce titre-là, elle voit bien que en fait, c'est des dispositifs qui ne rentrent pas dans le cadre de dispositifs qu'on pourrait porter si on veut une ville non sexiste. Dit autrement, de manière plus claire, elle n'y est pas forcément favorable, en fait. Enfin, voilà, ça l'interroge vraiment. Mais à côté de ça, on a un élu aujourd'hui à l'espace public qui, lui, a un autre point de vue, qui est le point de vue de l'insalubrité et de l'hygiène. Et la réalité, c'est que le riz-trottoir répond à cette commande-là. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des hommes, mais on pourrait aller plus loin, voilà, qui vont uriner en fait sur des murs, dans des ruelles ou ailleurs, voilà. L'uritrottoir fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que voilà, du coup, ils l'utilisent. Et en fait, c'est deux enjeux qui se confrontent avec deux visions différentes, mais qui répondent à des vrais enjeux, en fait. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est, voilà, où est le curseur ? Est-ce que c'est un entre-deux ? Est-ce qu'il faut effectivement trancher ? Voilà. Et ça, c'est plus un débat politique. Et ça, je peux pas répondre à cette question. Mais en tout cas, il y a déjà eu des échanges aujourd'hui, et c'est vrai que, voilà, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Enfin, la question de la salubrité et de l'hygiène, je l'entends aussi. Pardon, je suis absolument désolée, je dois partir, donc je me lève, et sinon c'est très malaisant si je m'en vais sans le dire. Donc voilà, mais je pars, j'ai un impératif, désolée. Excusez-moi, j'aurais bien aimé poser une question pour vous, pour le coup. C'est 2 secondes. Attendez, Ouais. juste un instant, pardon. Si, on finit peut-être sur cette question-là. Aline Carretti voulait juste ajouter un mot et ensuite on vous passe la parole. C'était juste avant qu'elle parte. Ah bon, alors, allez-y. Non, merci beaucoup pour la présentation, c'était super intéressant. J'aurais bien aimé savoir si vous vous réinterrogez, au vu de ces objectifs maintenant, sur les projets qui sont en cours. Genre la place de la Petite Hollande qui va être aménagée. Là, il y a aussi au niveau de la Duchesse Anne, là, on fait des jardins, etc. Mais moi, je vois quand je traverse l'espace public, si je dis depuis la gare Nord et que je vais jusqu'à la pointe de l'île de Nantes, en fait, il y a des espaces qui ont été réaménagés, mais ce que je vois, c'est principalement des hommes. Et la place de la femme, la place de l'enfant, elle est vraiment... Enfin, c'est pas qu'elle n'est pas considérée, hein, mais l'appropriation est masculine. Donc c'est pour ça que je voulais savoir un petit peu, vous, comment vous réinterrogez, si vous avez un retour d'expérience, si vous retravaillez l'espace au vu de comment maintenant c'est utilisé, ce que vous avez réalisé. Alors, parmi l'ambition de la ville non sexiste, il y avait effectivement la création d'un guide à l'échelle de la ville sur comment faire les espaces publics non sexistes. Et ça, c'est un travail qu'on est en train d'engager, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas effectivement de référentiel commun sur des grands principes, des grands enjeux et comment, en fait, concrètement, et quand je dis concrètement, c'est là, je me mets aussi d'un point de vue purement technique, service, comment, quand je suis chef de projet à la direction de l'espace public, je m'assure que mon projet il va pouvoir répondre à ces enjeux, identifier et prendre en compte la question du genre. Donc, on vient tout juste de commencer le travail. Et dans ce travail-là, il y a une démarche évaluative qui est en cours. Et donc là, on a réalisé des marches exploratoires sur certains sites, notamment la place du Bouffet, notamment au Breil, à Pirmil, etc. Enfin, voilà, sur différents sites. On a aussi interrogé, nous, les services, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait, enfin, voilà, quel est un peu l'état des lieux. Et donc, tout ça, ça va déboucher sur ce guide donc, que je viens de mentionner. On ne pourra pas refaire tous les espaces publics de la ville à l'aune de ce guide-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un travail à faire de priorisation, donc probablement d'observation et de diagnostic sur les espaces qui sont vraiment problématiques, en fait. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut les réaménager ? Est-ce que c'est aussi à la marge, avec des ajustements, voilà, parce que on ne refait pas des places entières, surtout certaines qui ont été faites récemment. Et aussi, est-ce que ça s'intègre dans notre plan pluriannuel d'investissement sur les espaces à refaire ? Pour Gloria de Petite Hollande, on a fait une analyse, pour le coup, sous l'aune du genre, pour le futur projet. Et donc, du coup, voilà, qui a permis de mettre en avant tout un tas de questionnements et tout un tas aussi de propositions qui pourraient prendre en compte ce sujet. Merci. Je suis désolée, je dois vraiment y aller. Merci beaucoup, Sarah. Peut-être Julien.
Aussi pour le projet de la Petite Hollande, pendant le chantier, il va y avoir plusieurs installations, préfigurations, on dit, qui vont apparaître, plusieurs mobiliers. Et un des mobiliers est une adaptation de Mammifera. Il va s'appeler Premier Pas et ça va être un petit espace pour la petite enfance et l'allaitement, justement. Bon, alors. Ok. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation de vos différents projets et actions. C'était super inspirant, c'est super. Vous avez beaucoup parlé de démarches participatives avec des enfants et comment leur faire conscientiser par eux-mêmes les inégalités qu'il y avait d'occupation de l'espace. Est-ce que vous avez déjà pu mener ces expériences avec des personnes à l'âge adulte et obtenir ces mêmes prises de conscience ? Je dirais sur cet aspect co-éducatif, je pense à finalement le travail qui a été fait là dans les cours d'école, il pourrait même être mené à l'école d'architecture, par exemple. Moi, je peux répondre pour les cours d'école. Après, peut-être avoir pour les autres espaces. Nous, c'est vrai que c'est une aide de pouvoir s'appuyer sur les diagnostics faits par les enfants. Et on a aussi produit des outils pour que les adultes fassent eux-mêmes des diagnostics, mais en fait, ils ne le font pas trop. Il faudrait qu'en fait, on vienne faire des diagnostics et en fait, on s'appuie quand même pas mal sur... on ne dédie pas tant de temps que ça, pour l'instant en tout cas, à venir faire des observations pendant plusieurs jours, etc. En revanche, j'ai déjà eu une situation où des adultes disaient mais oui, il n'y a pas de problème en fait d'égalité. C'est vrai, c'est quand même plutôt les garçons qui jouent au basket, mais bon, il y a aussi des filles et ça va. Et c'est pas un problème. Et les filles, oui, elles sont un peu autour, mais ça va. Enfin, c'est vraiment, ils voyaient pas le problème en fait. Il n'y avait pas de sujet. Et quand on a le fait de dire, bah, regardez, les enfants, ils ont fait des relevés. Ils ont fait des constats et ils ont constaté que ça posait des problèmes, bah là, ça a permis quand même de se mettre à distance d'un propre jugement et de s'appuyer sur finalement les enfants. Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils pouvaient faire évoluer les choses. Bah, en fait, ça permet aussi aux adultes qui pourraient être peut-être dans des regards plus individuels, de là où ils partent, de leur feeling, on va dire. Et bien là, c'est peut-être de se mettre à distance. Après, c'est assez sensible le sujet de comment les gens s'auto-diagnostiquent leur propre niveau de sexisme. Je dis souvent sur les questions, quand on fait des diagnostics, sur la question est-ce qu'il fait chaud, il fait froid, ça va, on se mouille pas trop. Pardon. Par contre, sur le fait de est-ce qu'on est sur un usage égalitaire, est-ce que nous on génère en fait là on vient nous interroger sur nos valeurs, sur qui on est. Et on se trouve face à des gens qui ont des valeurs différentes, qui ont des parcours et des regards différents. Et parfois, c'est pas du tout... Il y a une grande diversité, on va dire. Et là, c'est délicat puisque possiblement, on vient poser un regard, un jugement. Là, on braque tout le monde et on n'est pas en train de partir vers un objectif partagé. Mais ma question, c'est, ça semble assez simple avec les enfants. Vous êtes en train de dire qu'avec des adultes, il y aurait plus de barrières? Ça dépend sur quoi. À la limite, faire un diagnostic de regarder en effet l'occupation, mesurer, ça va. Se dire qu'est-ce qu'on en fait, oui, mais de se dire est-ce que nous-mêmes on peut générer par nos pratiques des inégalités, c'est plus sensible, ça nécessite plus d'attention, de temps pour ne pas en fait venir avec nos gros sabots et de dire tiens
Là, ce que vous venez de faire, enfin, je vois ça quand on fait le travail avec les étudiants, ben, on va à un moment mettre le doigt sur quelque chose. Tiens, dans cette école, le matériel qui est utilisé, ça génère des pratiques et de l'inégalité entre les filles et les garçons. Et je pense qu'en fait, les gens ne sont peut-être pas rendus compte. Et si on leur dit, bah, ils peuvent aussi bien se dire « Ah bah oui, j'avais pas fait attention », ou aussi bien se dire bah, « Dis donc, traitez-nous de sexistes pendant que vous y êtes ». Donc voilà, je ne sais pas si je suis plus... Ouais. C'est très clair, mais dans les écoles, il y a une diversité de personnes, non? Les profs, il y a des profs avec des valeurs très différentes. Alors c'est vrai que si on rentre très rapidement à leur dire que leur cours est sexiste et inégalitaire, on peut générer une réticence et un non, je ne vais pas t'écouter, non? Alors, c'est très intéressant de faire des observations aussi avec les adultes. Nous, on commence toujours par des observations objectives, non? Allons voir combien de filles, combien de garçons, quel âge, etc. occupent chaque partie de la cour, analysons ces données, faisons des conclusions. Et à partir de l'objectif, petit peu, on peut rentrer plus dans tout ce qui est plus compliqué et plus sensible. Parce que c'est vrai que c'est leur travail, c'est leur jour le jour. Alors leur dire, ils peuvent penser qu'on est en train de leur dire qu'ils sont en train de mal faire leur travail. Alors il faut faire très très doucement, non? C'est pour ça que c'est un processus long dans l'idéal. Ma question exactement, c'est que là, cette démarche, enfin, là vous parliez surtout pour les, y compris pour les enfants, que c'était pas forcément vous qui disiez c'est comme ça l'espace, c'était leur faire prendre conscience par leur propre observation. Et c'était vraiment, je me demandais si les adultes avaient autant la capacité que les enfants à reconnaître ces inégalités une fois qu'elles étaient observées et observables. En réalité, ça m'est arrivé moi qu'une fois d'être dans cette situation où on se comprenait, enfin où on voyait qu'on était un peu en délicatesse et où il y avait des adultes qui disaient je vois pas le problème. En fait, quand on est dans les diagnostics, on dit ça pose pas de problème. Enfin, globalement, tous nos projets, les adultes, les animateurs, ça arrive parfois de dire quoi, on va réduire la taille du terrain parce que c'est un de nos leviers quand même pour poser d'autres choses. Et puis en fait, ça disparaît assez vite. Donc, et c'est marginal. Globalement, en réalité, non, il n'y a pas de... Sur les questions d'aménagement et de projet et de faire évoluer les choses, il n'y a pas de... il y a plutôt un consensus dans les projets et en vrai, non. C'est plutôt sur... là où je disais qu'il y avait vraiment attention à faire, c'est sur la façon dont on parle de ce sujet-là qui vient toucher... Et j'ai même pas parlé des familles. Avec les familles, c'est peut-être même encore là que c'est le plus compliqué. Moi, j'étais à une concertation récemment où on disait, bah voilà, aujourd'hui, les enfants jouent au foot partout, dans toute la cour, les garçons, et les filles, vraiment, alors là, c'était vraiment très stéréotypé. Et donc, on disait, bah voilà, on va introduire d'autres choses. Et les familles disaient, bah, attention, hein, nous, on est dans un endroit, les garçons sont très foot, ils ont besoin de jouer au foot. Pour nous, le projet sera réussi si le foot est bien présent. Et là, on n'a pas tout le temps là pour dire oui. Donc, il faut faire attention à ne pas braquer parce qu'après, sinon, c'est ah bah d'accord, ils nous jugent. Donc, il y a cette précaution de cheminer et d'attirer l'attention aussi sur tous les autres besoins, sur les besoins des uns et des autres, qui font que à la fin, en fait, on réussit à être d'accord. Et on n'a pas remis en question l'intérêt de faire du foot, mais on a dit il y a quand même plein d'autres choses. Et le foot, bien sûr, il sera là, ou en dehors de l'école.
l'école d'ailleurs, mais il y aura d'autres choses et finalement on y vient. Mais il faut, ouais, il y a cette précaution. Je vais te poser une question, Aline, mais peut-être que ça va réagir. Parce que ça me fait penser, ce qu'on est en train de discuter là, de me dire, justement, dans les quartiers où vous travaillez, notamment au Breil, où là, ce que tu as raconté, qu'il n'y a pas qu'une question de rapport de force de domination entre femmes et hommes, mais aussi sur des questions, effectivement, de mixité sociale, etc. Je me demandais comment était reçu, enfin, si tu pouvais nous raconter un peu comment est reçu votre travail, justement, sur cette question de la conscientisation de ces rapports de force parmi la population. Comment ça se passe? Est-ce que ça génère des difficultés? Si d'autres veulent compléter, parce que mes collègues sont dans la salle, mais sur la question femmes-hommes, et notamment sur ce qu'on travaille en chantier, on est plutôt soutenu parce que je pense que, et c'est ce que j'allais un peu prolonger, c'est très performatif ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, parfois des femmes et des hommes, en train de faire des actions concrètes dans l'espace public. On voit ce qu'elles génèrent, ce qu'elles produisent, et ensuite ça reste. Et du coup, on n'est pas forcément sur du diagnostic, de la concertation ou des éléments objectivés ou des analyses. Et je me disais peut-être aussi, enfin c'était une question, je ne sais pas si les parents ou les enseignants ont aussi été placés dans une posture d'atelier ou de dessin, de maquette, etc. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une dimension de participation active à la transformation de la maquette, la réflexion sur comment moi je pourrais améliorer les choses à une échelle individuelle, pas uniquement à je suis pédagogue et je me tiens à distance, mais aussi en tant que moi, j'en sais rien, Isabelle, enseignante, j'en sais rien. Et en tout cas, dans notre expérience, parce qu'on mène ce genre de projet avec des seniors, on aimerait bien réussir un jour à travailler avec des habitants d'un immeuble de logements sociaux pour aussi toucher des actifs et actifs, des publics non captifs qui seraient soit dans un lieu dédié, comme des enfants à l'école ou des personnes seniors. Mais en tout cas, on le voit avec ces adultes-là. Déjà, ils ont des avis très arrêtés. Enfin, les personnes plus âgées savent ce qu'elles veulent. Des fois, c'est pas si facile d'échanger avec eux et elles. On parle pas forcément de la question de l'inégalité de genre, mais en tout cas, déjà, on les questionne sur les espaces publics, comment ils souhaiteraient les transformer, etc. Et en passant toujours par ces ateliers de dessin, de maquettes, des choses finalement assez ludiques, et même eux et elles nous disent j'ai l'impression de repartir en enfance. Je pense qu'il y a l'objet sert de médium, de médium intermédiaire, et peut-être ça joue aussi dans un rapport moins frontal, j'en sais rien, à la situation. Et en tout cas, je pense que ce qu'on applique aux enfants, il est totalement applicable. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question, Mélie, mais c'est totalement applicable aux adultes. Mais on s'autorise moins à faire ça avec des adultes, justement parce que, je sais pas, on a peur que ce soit infantilisant ou quoi. Mais je pense qu'au contraire, c'est hyper pertinent de se mettre en situation d'atelier et d'éprouver ce que ça peut générer. Merci. Oui, pour éviter effectivement, pour pallier aux réticences des familles et des enseignants, il faut vraiment passer par les enfants. Parce que moi, je l'ai vécu, j'étais enseignante et effectivement, je passais pour une martienne quand j'abordais ce sujet-là auprès de mes collègues. Et quand effectivement ça passait par tiens, avec mes élèves, ah oui. Donc, ça voulait dire aussi que on ne remettait pas en cause la perception de l'adulte et du pédagogue sur la cour, mais le besoin de l'enfant. Et mine de rien, on fait passer pas mal de choses. Donc, c'est une très, très belle initiative. Merci. Je vois le temps qui a passé, les 8 heures. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Peut-être un étudiant, une étudiante du projet court qui veut dire un mot? Sinon,
on se dit qu'on est fatigué et on arrête là. Julia, tu voulais ajouter un mot? Non, c'est bon. C'est bon. Bon, bah, merci beaucoup d'être venu à cette table ronde. J'allais dire merci à toutes les quatre. Bon, Sarah est partie, mais merci à toutes les trois pour votre participation. C'était très intéressant. Et puis, eh bien, écoutez, on espère renouveler l'expérience pédagogique déjà dans le futur. Bonne soirée et puis à bientôt.